Eh bien, merci beaucoup Yves pour cette introduction en fanfare. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous accueillir avec deux fonctions. La toute première, au même titre que plusieurs de mes collègues du board ici, c'est celle de la French Tech, puisque j'ai le plaisir de faire partie du board de la French Tech depuis plusieurs années. Et puis, bien entendu, au titre de mes fonctions de directrice développement de Schema ici à Montréal et de vous accueillir dans nos beaux locaux. Alors, je suis particulièrement heureuse parce que nous sommes vraiment une entreprise de tech, même si Schema est avant tout une école de gestion française, puisque nous avons décidé, il y a maintenant 3 ans pratiquement, d'installer à Montréal, dans un écosystème incroyable que vous connaissez bien, un écosystème de tech, le centre de ressources et de recherche en IA de Schema. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui notre directeur de la recherche, René Garcia, que vous rencontrerez à l'occasion du cocktail certainement, et puis Bastien qui se cache, Bastien qui est descendu, qui fait de l'accueil, mais que vous rencontrerez peut-être si vous venez à l'activité annoncée par Yves en septembre, puisque Bastien est un de nos chercheurs en crypto. Voilà, donc beaucoup de raisons pour moi d'être tout à fait ravie de vous accueillir aujourd'hui, et je ne peux pas manquer le plaisir de saluer Sophie Lagoutte, que je reçois pour la première fois dans les locaux. C'est difficile de te faire venir ici. Mais sans plus tarder, je voudrais partir sur le panel talent et inclusion, parce que talent, évidemment, chez Schema, c'est un sujet de premier choix, puisqu'en tant qu'école de gestion, nous sommes là au cœur de la formation des talents. Et pour parler de ces talents, nous avons 3 panélistes de choix que je voudrais laisser se présenter en tout premier. Donc, nous avons bien entendu Séverine Sambin, nous avons Pascal Brochy et nous avons Marc-André Nataf, qui vont se présenter et rapidement présenter leurs entités respectives. Séverine. Bonjour, merci à tous d'être venus ici aujourd'hui. C'est un plaisir effectivement d'avoir un événement en présentiel, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Donc je suis Séverine Sambin, je suis la directrice des ressources humaines pour Société Générale, une banque française présente au Canada depuis 1974 et où nous avons notamment des grands enjeux en informatique, en intelligence artificielle, en crypto-monnaie, donc plein de sujets sur lesquels la pénurie des talents, on va en parler, est un sujet au cœur de notre activité, et moi en tant que directrice des ressources humaines, c'est mon quotidien. Voilà. Merci Séverine. Alors, enchantée, merci pour l'invitation. Je vais m'efforcer de sortir mon accent international, parce que, comme vous l'entendez, je suis québécoise. Pascal Brochy, je suis vice-présidente développement des affaires pour Coptalis au Canada. Chez Coptalis, on s'efforce de construire des ponts et d'amoindrir les frontières entre les talents où qu'ils se trouvent et les entreprises qui ont besoin d'eux pour croître. Alors, voilà. Bonsoir, moi je suis Marc-André Nataf, donc je suis président de Cégide pour l'Amérique du Nord. On est au Canada, ici à Montréal, et aux États-Unis. Cégide, c'est un éditeur de logiciels français spécialisé dans les applications de gestion pour les entreprises, et en particulier pour ce qu'on appelle le HCM, donc Human Capital Management. Donc en fait, on aide les directions des ressources humaines de nos clients à se sortir des problématiques comme la guerre des talents, par exemple. On va y venir tout de suite. La guerre des talents, ça fait peur. Effectivement, alors je pense que nous sommes tous logés à la même enseigne. Je crois qu'il ne se passe pas une journée à Montréal ou même en Europe, en France, sans que l'on parle de la difficulté, effectivement, à recruter des talents. Que revêtent ces talents et quelles sont les difficultés de ce recrutement? Je crois que c'est ce que l'on va vérifier aujourd'hui, tout à l'heure, là, tout de suite, avec nos panélistes. Et pour commencer avec Séverine, vous êtes donc, vous l'avez présenté, vous êtes DRH à la Société Générale ici à Montréal, mais la Société Générale, c'est un groupe qui est présent dans 61 pays dans le monde, avec quelques 130 000 collaborateurs. Donc je crois que vous avez des petits capteurs un petit peu partout pour nous raconter ce qui se passe réellement dans ce monde des talents, dans cette guerre et dans cette difficulté que vous avez, que vous rencontrez vous, mais que rencontrent d'autres aussi. Donc ça m'intéresserait d'avoir un petit peu votre retour d'expérience sur cette guerre des talents.
Alors la bonne nouvelle, je ne sais pas s'il y en a une, mais c'est sûr que la guerre des talents, elle est partout, dans le monde entier, en tout cas pour Société Générale. J'avais ce matin un appel avec d'autres DRH, d'autres implantations de Société Générale en France, en Roumanie, en Inde, à Hong Kong. On est tous confrontés à une pénurie de talents, avec des métiers plus impactés que d'autres. Le métier des TI, il y a une vraie pénurie partout. En banque, les métiers de la conformité sont aussi très recherchés. Après, au sein de toutes nos implantations, ça revêt des stratégies RH un peu différentes. Société Générale en France, pour ceux parmi vous qui sont français ou qui ont déjà été en France, vous avez vu, on a plein d'agences, on a du retail de partout, donc on voit nos logos partout. Dans d'autres pays, à Hong Kong où j'ai travaillé pendant 4 ans, ou ici, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on fait de la banque d'investissement et on n'est pas connu. Et on est encore moins connu auprès des jeunes. Donc quand on va recruter des profils plus seniors, en général, ils ont déjà travaillé dans l'environnement financier ou bancaire, donc ils nous connaissent. Mais quand on va voir des jeunes sur les campus des écoles, ça ne marche pas toujours. Alors, pour vous donner un exemple, en Asie, il y a quelques années de ça, la première fois que je suis allée sur un campus, Société Générale, ça ne dit pas dans notre nom qu'on est une banque, puis ça ne dit pas forcément qu'on est français. Bon, ça, des fois, c'est pas plus mal, ma foi, mais bon, bref. Donc, il faut un peu travailler sur le branding aussi. Désolée, madame la consul. Mais, donc, notre niveau de connaissance de la marque est impératif à travailler. Donc, il faut qu'on travaille dans l'écosystème. Et ici, à Montréal, alors au Canada, on est présent depuis de nombreuses années, mais on a développé des nouvelles activités depuis 2018. Et donc là, il faut qu'on aille travailler avec les écosystèmes, avec les écoles, pour attirer les talents et pour tisser des relations avec tout cet écosystème-là. Donc vous êtes à la source. Oui. D'accord. Et ça dans tous les pays du monde. Oui. Et puis l'autre chose aussi sur les profils juniors, alors moi quand j'ai commencé il y a plus de 20 ans dans le domaine bancaire, la banque ça attirait les jeunes. Maintenant, les banques, c'est un peu perçu pas toujours très bien par les jeunes. En tout cas, il faut donner du sens. Donc, ce sur quoi de nombreuses institutions financières sont en train de travailler, c'est comment on répond notamment aux enjeux du climat, qui est une préoccupation pour les futures générations, en finançant la transition écologique et en développant aussi d'autres solutions de financement. On parlait de crypto-monnaie tout à l'heure. Ça, c'est des choses qui vont attirer les jeunes. Donc, on change aussi les messages qu'on délivre à nos candidats pour les attirer. Et c'est extrêmement important de leur donner cette visibilité-là sur le long terme. Et l'industrie financière est complètement en train de changer par rapport à ce que c'était quand moi j'ai rejoint le groupe. C'est ce que vous voyez chez vos compétiteurs aussi ? Également, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on voit aussi, par exemple, avec des Finances Montréal, avec qui on travaille beaucoup sur le repositionnement du milieu financier à Montréal et comment les institutions financières et bancaires vont contribuer à ces enjeux climatiques pour le Québec et pour le Canada plus largement. Merci Séverine. Vous l'avez entendu, Pascal, vous n'êtes pas étonné. En fait, cette difficulté des talents, elle se trouve partout sur la planète. Mais vous, justement, vous êtes au cœur de cette mobilité internationale. Comment, justement, cette pénurie globale, mondiale, dont, effectivement, Séverine vient de nous témoigner, se traduit dans votre quotidien ? Parce que, finalement, le monde n'est plus assez grand pour vous. Je peux déjà vous donner quelques chiffres qui vont vous mettre en lumière ma prochaine phrase. C'est 55% des entreprises qui ont de la difficulté à recruter au moment où on se parle. 26% d'entre eux qui ont des problèmes ou des enjeux de rétention. Et c'est 2 sur 3 qui voient leur croissance compromise parce qu'ils ont des problèmes de ressources humaines. Tout ça pour dire que chez Coptalis, le téléphone sonne beaucoup et que on fait appel à nous quotidiennement. Nos boîtes sont pleines. Justement, les entreprises se rendent compte que l'expatriation, la mobilité internationale, les talents à l'étranger, ça sera un incontournable dans les prochaines années. Ce qui fait qu'on est bien occupé. On se pratique et on met en place plusieurs choses à l'interne. Par exemple, on se force à améliorer nos processus. On a développé un outil digital pour permettre à nos talents une mobilité qui est beaucoup plus smooth, comme on dit en bon québécois. Et tout ça, on le met à l'usage des entreprises avec lesquelles on travaille parce que l'insertion
la rétention. C'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui parce que la pénurie n'est pas sur le point, évidemment, de se résorber. Donc, comment faire? C'est d'être innovant, créatif à tout prix. Parce qu'il y a une très grande compétition. On est aujourd'hui en compétition contre la Suisse, la France, l'Allemagne, le Japon. On a la chance quand même ici d'avoir fait preuve d'innovation très tôt avec la conciliation travail-famille. On a des projets en technologie qui sont très, très attirants en intelligence artificielle. L'implantation de votre école en est aussi la preuve. Donc, on a cette chance-là, mais on ne peut pas manquer un beat parce que tous les autres pays sont dans le même bateau et vont se battre pour les mêmes talents. Oui, effectivement. En fait, le grand problème, c'est pas tellement entre les entreprises, mais entre les pays, sur l'attractivité et la rétention des talents. Et donc, vous voyez cette difficulté particulière, mais Montréal a cette attractivité naturelle qui est connue sur la planète entière. Donc, vous avez quand même un petit point de plus. On a cette chance-là d'avoir un petit plus, et on est backé évidemment aussi par le Canada qui est derrière notre ville. Et le Canada est aussi très attractif. Alors, les gens vont venir ici, ils vont se dire, il y aura peut-être même une possibilité d'une expatriation à l'intérieur du Canada. Je suis français, il y a peut-être la barrière de la langue, je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Je vais venir à Montréal, je vais travailler quelques années, puis éventuellement, si je parfais mon anglais, je vais pouvoir peut-être aller travailler à Toronto, à Vancouver, revenir. Enfin, c'est un grand pays, alors on a cette chance-là, je crois. Et justement, cette part biculturelle qui est un peu l'ADN aussi du Canada de manière générale et particulièrement de Montréal, oui. En quoi ça joue un rôle particulier pour l'attractivité internationale de ces talents qui sont peut-être ni francophones ni anglophones d'ailleurs? Je pense que par rapport, par exemple, aux Européens, pour eux, c'est une grande force, parce que c'est comme l'Europe en Amérique. Donc, c'est de pouvoir mettre un pied en Amérique du Nord, vivre un peu l'expérience des USA, avoir New York qui est tout près, Boston, Chicago, tout en gardant quand même une part de sa culture. Alors, pour moi, c'est vraiment un avantage. Bon, on en était déjà convaincus, mais vous l'avez confirmé. Je suis très bonne vendeuse. Non, mais nous sommes déjà ici. Marc-André, vous nous l'avez dit, Cégide parie sur des solutions qui sont des solutions technologiques. Nous sommes là pour la French Tech, donc nous sommes ravis. L'intelligence artificielle fait partie aussi de vos outils pour accompagner vos clients, y compris, vous l'avez dit, dans la dimension RH. Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez nous parler de cet impact des technologies pour résoudre une partie de ces problèmes qui sont liés et si bien décrits sur les talents? Bon, vous avez la soirée. Oui, on a encore une petite vingtaine de minutes. Donc, dans l'impact de la technologie, d'abord, l'impact sur la technologie, c'est globalement sur les ressources humaines qu'on vit au quotidien aujourd'hui. Le 13 mars 2020, ici, du jour au lendemain, on est passé en mode télétravail. Ça aurait été totalement inimaginable il y a quelques années. La technologie l'a permis. Ça démarre de là. Hein. Et ensuite, on va aller beaucoup plus loin dans des solutions beaucoup plus évoluées. Mais la technologie a été à tous les étages ces dernières années. On a eu une accélération de la transformation digitale. On a fait une accélération de 7 ans en quelques mois. C'est vraiment phénoménal ce qui s'est passé. Et ce rythme va continuer. Donc ça, je vous l'annonce. Hein. On va continuer à se développer comme avant sur le cloud, comme avant dans le big data, comme avant dans l'e-commerce. C'est déjà commencé avant. Mais il y a un nouvel intérêt maintenant sur le chiffrement, la sécurité, la robotisation, les robots non humanoïdes et bien sûr l'intelligence artificielle qui est parfois un buzzword mais qui commence à vraiment prendre maintenant de la substance dans les solutions qui sont proposées. Donc, si je descends sur le recrutement spécifiquement, dont on parle là, le recrutement aujourd'hui, en fait, ce qui a changé, c'est que le recrutement, c'est plus juste un entonnoir. Avant, on vendait des outils, ce qu'on appelle des ATS, des Applicant Tracking System. Pardon pour l'anglicisme, c'est comme tous les Français, on utilise des mots anglais toutes les 2 secondes. Et c'est des solutions de traçage des candidats. C'est bon. Et le principe de ces ATS, c'était un principe d'entonnoir. On met une offre, on a plein de candidats, et après, on descend avec des critères de sélection petit à petit dans un entonnoir. Ça marche très bien quand il y a plein de gens qui rentrent dans l'entonnoir au début. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Le recrutement est devenu beaucoup plus horizontal.
Donc aujourd'hui, la technologie apporte des solutions qu'on appelle de pardon pour les mots anglais, de CRM, mais de Candidate Relationship Management, ou de TRM, Talent Relationship Management, qui sont des solutions beaucoup plus horizontales, où là, c'est le recruteur qui va avoir une démarche proactive et qui va aller chercher des profils sur LinkedIn ou sur d'autres job boards, d'autres endroits où on publie des offres. Et on va les rapatrier et se fabriquer je suis désolé. Non mais, dès que je suis à côté d'un Québécois, j'ai commencé à avoir des complexes avec ma langue. Il faut que je fasse très attention. Donc on va aller avoir une démarche beaucoup plus proactive. On va aller chercher des talents et puis on va commencer à engager une conversation avec eux. Donc ça, c'est un changement de paradigme en fait dans le recrutement qui est entraîné par la situation actuelle du recrutement. Un autre élément très important, c'est le talent matching, donc c'est-à-dire la capacité, et notamment grâce à l'intelligence artificielle, et c'est ce que font nos outils. Pas vous faire de la retape sur mes outils, mais juste vous donner une idée quand même. Donc l'intelligence artificielle, ce qui permet ici de faire le rapport entre ce que vous recherchez et les candidatures que vous avez à une vitesse beaucoup plus grande, en gagnant beaucoup en productivité. Le dernier point de techno que je pourrais évoquer, c'est l'onboarding. L'onboarding est crucial aujourd'hui dans le recrutement. Dans les 6 premiers mois, j'avais une statistique, j'ai plus tout à fait en tête, mais en tout cas, faites-moi confiance, c'est un pourcentage élevé de nouveaux employés qui décident dans les quelques premiers mois ou les quelques premières semaines de s'en aller d'une entreprise dans laquelle ils viennent d'être recrutés parce qu'ils n'ont pas été correctement onboardés. Et là, la technologie aussi apporte beaucoup d'outils et d'aides. Et venez me voir si vous voulez que je vous en parle. Mais la problématique aujourd'hui du recrutement, c'est pas tellement un problème de technologie. Moi, je veux rebondir sur ce que disait Séverine. En fait, pour moi, il y a 2 sujets qu'il faut avoir en tête. Un, c'est la marque employeur. C'est-à-dire aujourd'hui, la marque employeur, c'est elle qui peut vraiment contribuer fortement à la réussite de vos recrutements dans cette guerre des talents. Il y avait une étude de LinkedIn là récemment qui disait qu'une organisation qui possède une forte marque employeur permet de réduire de 28% le taux de rotation du personnel, on va en parler après je pense, réduire de 50% le coût du recrutement et attirer 50% de candidats qualifiés en plus. Donc la marque employeur, vraiment si vous avez un domaine dans lequel investir dans le recrutement aujourd'hui, pensez à la marque employeur. Mais la deuxième chose que je vais vous dire par rapport à la marque employeur, c'est aligner ensuite le comportement de votre entreprise sur ce que vous racontez dans votre marque employeur. Parce que les générations d'aujourd'hui ne vous pardonneront pas de leur raconter des belles histoires, mais que ce soit, c'est un peu comme le greenwashing dans un autre domaine. Et la deuxième chose qui est importante, je pense, aujourd'hui, c'est que c'est bien de recruter, mais si vous avez besoin de recruter, c'est que des gens sont partis souvent. C'est pas que de la croissance. Donc commencez par comprendre pourquoi les gens sont partis. Et en fait, il faut proposer un nouveau deal et il faut le faire dès le recrutement. Aujourd'hui, il n'y aura pas de retour en arrière possible là-dessus, sur la perception et sur le mode de fonctionnement des entreprises. On a identifié un certain nombre de limites et de défis avec la crise qu'on vient de traverser. Je parle de la Covid. Malheureusement, on va d'une crise à l'autre en ce moment, mais je parle de la Covid. Et aujourd'hui, la quête de sens, vous allez en entendre beaucoup parler, effectivement, il faut la mettre en avant, si elle est réelle, s'il y a du sens réellement dans le job que vous offrez. Mais c'est pas nouveau ça, la quête de sens. Dès 2018, déjà 9 personnes sur 10 disaient qu'ils étaient prêts à gagner moins d'argent s'ils faisaient quelque chose qui apportait quelque chose à la société. Donc c'est pas nouveau. Le besoin d'agilité, dans l'agilité, dans la manière de travailler, etc. On ne fera plus rentrer les gens dans des carcans professionnels comme on les a pu les connaître, enfin dans ma génération en tout cas. La prise en compte de la diversité dans les organisations, et ça je pense qu'on va en parler ce soir, c'est fondamental. Et également, parce que ça c'est un peu des jobs de riches, j'ai envie de dire, toutes ces problématiques de sens, etc. Mais aussi le refus des petits jobs mal payés. C'est une grosse partie de ce qui s'est passé dans la grande démission aux États-Unis. Vous en avez tous entendu parler, je ne vais peut-être pas revenir là-dessus, mais c'est quand même important de dire, c'est aussi l'aspect dans la pyramide de Maslow, le premier niveau, le refus de ces jobs mal payés. On préfère monter un petit business à part et profiter de quelques aides gouvernementales que continuer à travailler sur des jobs où en fait je n'arrive pas à joindre les deux bouts en travaillant comme un fou. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans votre marque employeur. Merci beaucoup Marc-André, je crois que vous avez été totalement exhaustif et très convaincant. La marque employeur, c'est une clé. Alors il y a une marque qui est extraordinaire ici, on la connaît tous, c'est celle de Montréal, notamment sur un certain nombre de ses qualités en termes d'attractivité justement, et un sujet clé, celui justement de l'inclusion. Donc c'est une thématique qui revient régulièrement comme une des grandes forces de Montréal.
du Canada de manière générale, mais de Montréal en particulier. Et en fait, on vient à se poser, puisque vous avez évoqué également la question de la pandémie, on vient à se poser la question de comment fait-on, comment réussit-on finalement ces stratégies d'inclusion, de diversité, alors qu'on est en mode de pandémie, alors qu'on se remet de cette pandémie, alors qu'il y a de nouvelles pratiques qui émergent. Et ça a rebattu pas mal les cartes, y compris dans une métropole telle que celle de Montréal. Donc j'aimerais bien vous entendre, Séverine, pour que vous me parliez de ce qui se fait finalement à la Société Générale. Comment est-ce que ce nouveau contexte, à la fois ici à Montréal, mais peut-être avec votre vision en groupe, que vous puissiez nous parler de contrastes ou de meilleures pratiques? Alors d'abord, pour commencer, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire et sur la dimension internationale de Montréal. Donc comme je le disais avant, j'ai eu la chance de travailler pour Société Générale à Paris, puis à Hong Kong. Puis je suis arrivée ici en novembre 2018 et j'ai trouvé des similitudes avec Hong Kong, qui est aussi une ville très internationale. Mais j'ai été très agréablement surprise. J'avais jamais mis un orteil au Canada, hein, donc voilà. Mais j'ai été particulièrement surprise par le multiculturalisme qui règne ici à Montréal et la capacité d'inclusion de cette ville. C'est quelque chose d'exceptionnel. Hong Kong, pour ceux qui connaissent, c'est très international, mais ça n'a pas du tout cette capacité d'intégration et d'inclusion que j'ai retrouvée ici. Et donc ça, c'est une vraie force et c'est un vrai atout pour attirer des talents internationaux. Après, si je reviens un peu sur Société Générale, vous le savez, plus de la moitié de nos employés maintenant sont en dehors de France. Enfin, vous ne savez peut-être pas, mais voilà, donc on est très international. Ici, plus spécifiquement au Canada, c'est 30% de nos staffs qui sont sous permis de travail. Donc, par extension, tous les Français qui sont arrivés depuis plusieurs années, entre autres Français, mais pas que, qui ont déjà des résidences permanentes, c'est pas des citoyens de naissance canadienne. Certains ont obtenu aussi la citoyenneté. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on a une population très internationale et qu'on a à cœur d'intégrer le mieux possible ces nouveaux arrivants, y compris au sein du groupe Société Générale. Pendant la pandémie, ça a été compliqué, on ne va pas se le cacher. On a continué de recruter et on recrute toujours. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, on recrute 200 personnes par an. Donc, une grosse partie venant de l'étranger. Les délais d'immigration plus les fermetures des frontières ont rendu les choses extrêmement compliquées. On a plusieurs personnes qui venaient d'Inde, on a mis plus d'1 an pour les faire venir. Donc vous imaginez, les gens, ils ont signé un contrat, ils vendent la maison, le conjoint ou la conjointe démissionne, puis on leur dit tu peux pas venir, il va falloir attendre, maintenir l'emploi de l'autre côté. Enfin bon, bref, je vous passe tous ces détails-là, mais c'est extrêmement important. Et ce qui est important aussi, c'est de revoir complètement le processus d'intégration. Donc, tu parlais d'onboarding tout à l'heure. C'est clé. Et il a fallu, pendant la Covid, on avait l'habitude de recevoir les gens. Moi, j'allais toujours revoir les gens qui arrivaient le lundi. On faisait les onboarding le lundi, on dire bonjour à tout. Là, ils arrivaient, ils voyaient quelqu'un de l'informatique, si souriant et si compétent soit-il. C'est la seule personne qu'ils voyaient. Puis hop, il retournait chez lui avec son laptop, puis débrouille-toi. Donc, il a fallu tout réinventer. La technologie nous a aidés. Mais comment on développe un sentiment d'appartenance avec des gens qui, pendant 2 ans, ont juste travaillé derrière des écrans d'ordinateur, avec des collègues qui n'ont jamais vu, avec des gestionnaires qui n'ont jamais vu? C'est un vrai défi. Et aujourd'hui, on est dans une phase on espère, sortie de pandémie, de retour au bureau progressif. C'est compliqué de faire revenir les gens au bureau, on ne va pas se le cacher. Mais là où, quelque part, le fait que pendant 2 ans au Canada, on a été tous obligés de travailler depuis chez nous, à la demande du gouvernement pour des raisons sanitaires, on a su démontrer que ça fonctionnait. Et quand je compare avec mes autres collègues dans d'autres pays, notamment en France, où en France, ils ont eu des confinements plus sévères, où ils ne pouvaient pas sortir sans une attestation, plus que X kilomètres autour de chez eux, etc. Mais ça a duré quelques semaines. Après, ils pouvaient retourner au bureau. La mise en place d'un travail en mode hybride, c'est beaucoup plus compliqué que ce que nous, on a. Alors, ça a d'autres challenges pour nous, parce que nous, il faut faire revenir certaines personnes au bureau. Mais le principe du télétravail, là, je pense qu'il est acquis pour tout le monde. Et il y a 2 ans, on n'en était pas là. On avait, nous, une politique de télétravail qui autorisait du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine. Elle était très peu utilisée. Donc, il y a eu un vrai changement là-dessus. Reste maintenant donc de développer ce sentiment d'appartenance, de donner du sens et de maintenir cet engagement-là. Et c'est du travail à faire avec les gestionnaires et avec toutes les personnes qui arrivent pendant l'immigration. Et on a vu des gens, on peut se le cacher, qui sont repartis pendant la pandémie.
parce que trop compliqué de rester, de ne pas pouvoir voyager, de ne pas savoir si mon permis de travail va être renouvelé, etc. Donc là, on espère la lumière au bout du tunnel sur cette crise sanitaire-là, qu'on va arriver à garder ces gens-là et continuer de leur faire aimer le Canada. S'ils restent à Montréal, moi ça me va bien, j'ai pas envie qu'ils partent à Vancouver ou autre, on va les laisser ici pour l'instant. Mais il y a un vrai travail, mais il y a une vraie force de Montréal et un vrai réseau d'intégration des immigrants qui est très bien fait, sur lequel on peut capitaliser, bien sûr. Merci beaucoup. Effectivement, un vrai réseau et une vraie force. Vous nous avez parlé des facteurs un petit peu anxiogènes à cette intégration qui est d'une nouvelle nature. Mais Pascal, je sais que vous réfléchissez beaucoup justement au bien-être des employés. Qu'est-ce qui fait la différence finalement? Qu'est-ce qui apporte justement ce sentiment à la fois d'appartenance, mais aussi d'épanouissement probablement personnel au sein de l'entreprise dans un contexte qui est effectivement encore très différent de celui qu'on connaissait il y a 2 ans? Je vais sortir de mon script un peu parce que je voudrais rebondir sur ce que Marc-André dit. N'hésitez pas. J'adore la vision horizontale. Chez nous, on met ça de l'avant, c'est la clé. Quand on a rejoint le groupe Coptalis, c'était une peur de Québécois de se retrouver dans une pyramide. Et la COVID a accéléré l'horizontale, puisque là, on était tous dans le même bateau et il fallait justement s'efforcer d'accueillir les nouveaux qui arrivaient chez nous de façon chaleureuse malgré les écrans. On a embauché des gens qu'on n'a pas vus physiquement pendant 13 mois. Même à l'extérieur, on avait organisé à un moment donné une activité pour aller glisser, puis il faisait moins 40, alors on a remis ça. Mais je trouve que c'est le point le plus important à retenir, accueillir de façon chaleureuse. Puis si j'en reviens à mon cœur de métier, ce qui est important aussi pour les expatriés, c'est d'avoir une politique de mobilité claire et transparente. Vous ne serez pas surpris, ou peut-être que vous allez l'être, mais nous, on a travaillé avec des entreprises, 25 000 employés qui n'avaient pas de politique de mobilité internationale. Et on a travaillé avec des entreprises qui avaient 25 employés qui en avaient une. Et les petites structures étaient beaucoup mieux outillées. Ils recevaient des gens et on leur donnait un accompagnement qui était très juste. Tout le monde recevait le même accompagnement. On est au lunch, on fraternise. Vous venez d'arriver du Costa Rica. Est-ce qu'on vous a accompagné? Oui. Donc, se doter d'une petite politique de mobilité internationale, d'une bonne façon. Ça n'a pas besoin d'être 80 pages remplies de règles. 3-4 pages, la base, ça fait déjà son effet. Qu'est-ce qui se passe si l'employé ne fait pas l'affaire? Qui paye le premier mois de loyer? Est-ce qu'on paye un billet d'avion? Vous mettez ça noir sur blanc, les choses sont claires dès le début. Ce qui est primordial, je l'ai mentionné, un accueil hyper chaleureux. Organiser des choses à l'interne, ça va de soi, c'est pas d'hier, mais on dirait que ça va de soi, mais on le fait pas parce qu'on a perdu l'habitude avec la COVID, c'est de remettre au goût du jour des activités en présentiel. Je vous donne un exemple, on est allé à Cabane à sucre, nous, il y a 2 semaines. Faut juste pas faire la cabane à sucre en plein Ramadan. Nous, on était malgré toute notre expertise, on apprend encore. Donc, c'est de remettre ce genre de choses-là au goût du jour, ce qui fait que c'est aussi dans le même ordre d'idée où c'est plus chaleureux. Et bien entendu, nous, on partage toutes ces bonnes pratiques-là avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Je pense que c'est aussi non seulement la responsabilité de l'employeur, mais c'est aussi la responsabilité de la société de bien accueillir ces gens. As-tu mis une photo de moi que tu n'aurais pas dû? OK. Non. Faut pas s'affoler, la fusée a décollé. Donc, oui, c'est s'assurer que la société est on board aussi. Ce qu'on fait ce soir,
C'est organisé par la Chambre de commerce française. On discute des enjeux. La Ville de Montréal, avec le binôme, par des programmes, les universités vont s'assurer d'accompagner leurs étudiants étrangers et de les placer en entreprise. Donc, c'est aussi, je crois, la responsabilité de la société, puisque ces nouveaux arrivants vont contribuer à notre essor économique et vont aussi enrichir notre culture. Donc, oui, les entreprises, mais tout le monde, je pense. Oui, merci. Je pense qu'effectivement, vous avez fait un beau panorama. Vous avez été interpellé, Marc-André. Sur l'horizontalité. L'horizontalité, vous nous en avez déjà parlé. Est-ce que vous voulez nous parler d'autre chose éventuellement? Je reviens à mes petites marottes, la DNTech de Montréal. Qu'est-ce que vous pourriez justement apporter comme éclairage particulier? Sur la DNTech de Montréal, je crois qu'il y a Cyril, non, de Montréal International qui parle. Oui, je pense qu'il va. Ouais. Salut Cyril. Je pense qu'il va vous en parler beaucoup mieux que moi de la DNTech. Moi, la seule chose ce que je pourrais vous dire, c'est, je vais rester dans mon couloir là sur la technologie. L'adoption de la technologie aujourd'hui va continuer à transformer radicalement les tâches, les jobs et les compétences. Donc ça, vous le savez tous, je pense, hein, tous les gens qui travaillent en ressources humaines. Parce que la DNTech, c'est très positif, hein, la technologie, c'est très positif, mais il y a un peu aussi des downsides, hein, qu'il faut regarder, qu'il faut connaître. 43% des entreprises réduiront la taille de leurs effectifs en raison de l'automatisation. 41% augmenteront leur utilisation de sous-traitants pour des tâches spécialisées. 34% prévoient au contraire d'augmenter leurs effectifs pour intégrer la technologie. Au global, on s'attend à ce que le solde soit positif en création d'emplois. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. La fin du film devrait être bonne. Les gentils gagnent à la fin. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'ici 2025, le temps passé au travail par des humains sera égal au temps passé par des machines. Donc, ce qui est une super opportunité pour des entreprises comme nous qui éditons de la technologie, hein, et comme les gens de la French Tech. Mais la bonne nouvelle de l'autre côté, parce que ça c'est un peu glaçant quand on entend ça comme ça, la bonne nouvelle c'est que les compétences recherchées vont évoluer d'ici 2025, et je vais vous donner les 3 les plus recherchées, je ne sais pas si vous les connaissez. Pensée et analyse critique, résolution de problèmes, compétences d'autogestion comme l'apprentissage autonome, la résilience, la tolérance au stress et la flexibilité. Vous voyez, il y a encore un bel avenir pour les humains devant nous. Ça, c'est le message que je voudrais vous passer. Et voilà. Après, sur l'inclusion et sur la, je voudrais juste vous dire un petit mot, parce que je pense qu'on est on est court là. Ouais. Donc juste un petit mot rapide. Ayez en tête que la crise a accentué la question de l'égalité au sein de l'entreprise, très clairement. Donc quand on parle d'inclusion et diversité. Par exemple, la charge mentale exercée majoritairement sur les femmes a été décuplée pendant les confinements. Ça a été vraiment très suivi, notamment en France, hein, ça a été un truc phénoménal, parce qu'il fallait gérer à la fois la vie professionnelle, la vie à la maison, tout en étant à la maison, ce qui était très compliqué. L'arrivée de la génération Z sur le marché est vectrice d'un besoin de solutions pour l'inclusion des minorités et le respect des différences à l'intérieur de l'entreprise. C'est des générations, encore une fois, là-dessus, qui sont très à cheval sur ce sujet-là. Et donc ça, il va falloir vraiment, dans le domaine de l'inclusion, ça va devenir un vecteur d'attractivité pour les entreprises. Si les entreprises ne se mettent pas, je ne veux pas vous apostropher, si les entreprises ne se mettent pas au goût du jour sur ces sujets-là, il y a fort à parier que justement, je reviens sur la marque employeur, on a du mal à attirer des talents. Et encore une fois, ensuite, walk the talk, ce que vous annoncez, il faut le faire dans l'entreprise. Voilà ce que je veux dire, c'est l'inclusion. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est extrêmement clair comme message et nous en sommes bien d'accord. Effectivement, on a évoqué cette difficulté de cette mobilité, de cette attractivité des talents, cette volatilité en fait des talents. Est-ce que vous pourriez revenir sur quelques recettes, si vous en avez quelques-unes ou quelques bonnes pratiques? On a évoqué déjà quelques pistes. J'ai pas de solution magique, sinon je serais sans doute pas là. Tout irait bien. Non, on a essayé plusieurs choses. C'est vrai que le taux de roulement reste important sur un marché de l'emploi très dynamique tel qu'il est à Montréal. Et en plus, comme on recrute beaucoup de profils juniors, par définition, c'est des profils aussi qui bougent plus rapidement que les vieux comme moi. On va dire les choses telles qu'elles sont. Je pense moi, j'ai 22 ans de maison, hein, donc voilà, les gens me regardent comme ça. Oh, c'est possible de faire toute sa carrière à la Société Générale? Bah oui. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut bien. Ceci dit, on a regardé les raisons de départ.
Et quand on a regardé les raisons de départ, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs choses. Bon, l'argent, c'est une chose, mais c'est pas le principal facteur. Si vous payez au marché, là, voilà, ça, c'est ce qu'on est capable de faire, très bien. Mais dans les raisons de départ, il y avait le manque de visibilité sur ma progression de carrière et comment mon gestionnaire peut m'accompagner là-dessus. Donc on a fait l'année dernière 2 actions consécutives et complémentaires. On a créé tout un programme de formation pour nos gestionnaires sur différents enjeux et des choses que tu mentionnais, Marc-André. Donc d'abord, c'est quoi un management inclusif? Donc les biais inconscients, les sensibiliser. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une équipe diverse et de savoir gérer cette différence culturelle? Les enjeux de santé mentale. On était en plein Covid. Comment on détecte ça? Les signaux faibles, c'est important que vos gestionnaires sachent le faire. Savoir aussi détecter des situations de harcèlement, de discrimination et comment on les adresse. Voilà, c'était des choses indispensables. Il fallait faire un petit peu de refresh là-dessus aussi. Et puis le management à distance, qui, comme je l'ai dit, il devenait nouveau pour tout le monde. Et comment on gère et on anime une équipe à distance. Puis maintenant, on met en mode hybride parce que c'est quand même un peu différent. Donc ça, c'est une première chose, c'est un parcours de formation managériale. On a formé une centaine de gestionnaires sur 6 mois sur toutes ces thématiques-là. Ils avaient 2 heures de formation, des sessions de 2 heures de formation sur chacune de ces thématiques. Et on a eu un taux de retour très, très satisfaisant de nos gestionnaires. Et l'autre chose qu'on a travaillé, on a fait un mois de la mobilité interne en se disant, plutôt qu'ils bougent à l'extérieur, essayons de leur expliquer comment ça peut marcher de l'intérieur et leur donner de la visibilité sur quelles étaient les opportunités de carrière. Donc on a un outil interne qui leur permet d'identifier la passerelle possible et puis les règles du jeu de la mobilité interne, parce qu'on sait comment appliquer sur un poste sur LinkedIn, mais on ne sait pas forcément comment aller voir son gestionnaire pour dire « j'irais bien travailler pour ton pote d'à côté parce qu'il a l'air vachement plus sympa que toi ». Non, ça je ne peux pas le dire, mais comment je fais pour aller travailler au département finance alors que je suis dans le département conformité? Et à partir de quel moment je peux appliquer? Parce que je peux appliquer du jour au lendemain sur un job board, pour reprendre un anglicisme et te mettre à l'aise, mais en interne, est-ce que je peux appliquer sans en avoir parlé à mon gestionnaire, sans en avoir parlé au département RH? C'est des choses toutes bêtes, mais en fait on s'est rendu compte que tous les gens qu'on avait recrutés, ils connaissaient pas ces règles de jeu là, en interne, et si on les explicite, il y a peu plus de chances qu'ils aient envie de jouer le jeu de la mobilité interne plutôt que l'externe. Donc même voilà. Les jeunes générations sont dans cette situation. Dans cette situation-là, oui, tout à fait. C'est plus facile pour eux d'aller à l'externe que d'oser à l'interne, en fait. Et nous, on veut essayer de les garder en interne, de leur proposer d'autres choses. Puis on a fait témoigner des gens qui ont fait de la mobilité à l'intérieur du groupe. Puis on a la chance d'être un groupe international, donc proposer aussi de la mobilité internationale, parce que comme tu le disais, beaucoup de gens ont envie de bouger dans plein d'autres pays, donc... Alors justement, la mobilité internationale, je vois que le temps est très très court désormais. Pascal, est-ce que vous pouvez nous dire justement, vous nous l'avez dit tout à l'heure, on est en compétition par exemple avec la Suisse, avec l'Europe, etc. Et en plus, en particulier dans ce contexte hybride où finalement on peut travailler depuis Bangkok, finalement pour une entreprise montréalaise. Comment fait-on pour gérer tout ça? Je peux vous résumer ça très rapidement. Technologie, former ces équipes à l'interne et offrir des opportunités justement à l'international. Et on les retient? Pardon? Et on retient ces talents? Oui, en fait, c'est d'offrir, par exemple, de la visibilité. Oh, pardon. C'est d'offrir de la visibilité sur les opportunités de grandir au sein de l'entreprise. Par exemple, nous, le premier conseil qu'on donne à nos clients, c'est parler déjà de résidence permanente. Si ces gens-là sont venus travailler ici, c'est que le Canada est attractif pour eux, c'est qu'ils envisagent la possibilité de devenir citoyens. Mais attendre 2 ans pour avoir le bonbon, c'est long. Donc, vous nous rejoignez, nous, on va vous accompagner, on va payer même votre résidence permanente. Alors déjà, là, ils sont déjà encouragés à se dire, je vais rester au moins 3 ans parce que mon employeur prend mon intégration à cœur. Je voudrais finir peut-être en disant que pour nous, on pense, même si on est dans le domaine international, même si ça veut dire que quand les gens viennent ici, c'est pour vivre une expérience ici et que ça se peut qu'ils doivent passer une partie de cette expérience-là dans leur appartement ou leur maison, on pense que le modèle hybride, c'est un modèle positif qui va continuer. Ça va être un modèle périn, il n'y aura pas de retour en arrière et ceux qui ne verront pas vers l'avenir vont manquer le bateau. Et il y a plein de choses qui sont encore beaucoup plus
innovatrices auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé, qui amènent le modèle hybride à un autre degré. Le portage salarial, par exemple, pour les Québécois, s'il y en a un ou deux dans la salle, on appelle ça de l'impartition. Donc, ça vous permet d'embaucher quelqu'un qui est à l'étranger et cette personne peut commencer à travailler 6 mois sur une mission pendant qu'elle attend son permis. Donc, il y a des modèles qui sont sur le point d'émerger, qu'on ne connaît même pas encore. Mais l'avenir, c'est l'avenir et il n'y a pas de retour en arrière. C'est un très joli mot de la fin, mais je ne voudrais pas empêcher Marc-André de faire un dernier commentaire sur ces sujets liés à la rétention, parce que je pense que c'est un enjeu majeur pour l'ensemble des participants à cette conférence. Ouais, alors sur la rétention, effectivement, vous avez compris, donc déjà c'est compliqué de recruter, donc vous n'avez pas envie d'être là, vous n'avez pas envie de recruter en fait. Il y a juste 1 million de postes vacants au Canada fin 2021. Un quart des Québécois seront âgés de 65 ans ou plus en 2031. Bon, 50% des entreprises au Québec ont poussé un signal d'alarme parce qu'ils n'arrivaient plus à servir leurs demandes. Et ils étaient obligés de refuser des contrats. Donc effectivement, avant d'avoir besoin de recruter, et c'est là je pense où la guerre des talents va se gagner, la guerre des talents se gagne dans la fidélisation des talents. Commençons par identifier nos talents dans notre entreprise et faisons en sorte de les fidéliser. Et là, je reprends ma casquette technologique. La technologie vous permet de faire beaucoup de choses, je vais aller très vite. Connaître vos employés, identifier les skills and competencies, donc les compétences dont vous avez besoin, et les comparer aux compétences dont vous aurez besoin. C'est 2 exercices différents. Former, une fois que vous avez identifié les écarts entre ce que vous avez en entreprise et ce dont vous avez besoin ou vous aurez besoin. Garder le lien, adapter le mode hybride, moitié technologie, moitié présentiel, prendre le pouls régulièrement de la santé mentale et du climat social de votre entreprise, et donner des perspectives de progression et avoir des stratégies de succession. Tout ce que je viens de vous dire là, la technologie peut vous l'apporter, la technologie peut vous aider fortement. Et ça, c'est que de la technologie, ce sont des outils. Hein, j'insiste là-dessus. On a des très très bons outils, mais ce ne sont que des outils. Après, il y a la volonté de l'entreprise. Et encore une fois, toutes ces problématiques ne sont pas technologiques, ne sont pas seulement technologiques. Alignez votre comportement d'entreprise sur votre discours de marque employeur. Je me répète un peu, mais c'est important. Mettre en avant le sens pour la société de votre entreprise et proposer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Voilà en gros le mot de la fin pour moi. Bien, ce sont des mots très importants, effectivement, l'équilibre. En tout cas, merci à tous les 3 de vos éclairages respectifs. Je crois que nous repartons avec un peu plus de sérénité parce que depuis la guerre des talents, nous sommes arrivés en réalité à de belles opportunités à Montréal, y compris avec ces nouvelles technologies et ces nouveaux modes d'appropriation de ce que sont les valeurs des entreprises, d'intégration et de possibilités en fait de démultiplication des opportunités à la fois pour les employés et pour leurs employeurs. Donc nous sommes ravis, il n'y aura pas de guerre des talents, mais juste de nouvelles opportunités. Merci à tous les 3.